outro fator é entender Toda experiência é esta. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonjour François. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ces entretiens de la Fondation Jean Jaurès. C'est évidemment un plaisir et un honneur aussi quand même de recevoir le seul camarade qui a été président de la République, encore en vie. Donc grand merci à toi. Comme tous les autres entretiens que nous avons réalisés auparavant, je ne rappellerai pas l'ensemble des mandats qui ont été les tiens, la liste serait trop longue, mais en gros, il n'y en a qu'un seul, je crois, que tu n'as pas assumé, c'est celui de sénateur. Tous les autres, conseillers municipaux, dans 2 communes différentes, Ussel, petite commune de Corrèze, Tulle, évidemment, où tu as été adjoint au maire, d'un maire communiste, on y reviendra peut-être, maire, évidemment, conseiller départemental à plusieurs reprises, président du conseil départemental, député européen, conseiller régional, évidemment député à plusieurs reprises, et puis le Saint Graal, j'allais dire, de la Ve République, quand même, évidemment, président de la République. Donc tu as une longue carrière élective derrière toi, mais avec une spécificité, en tous les cas quelque chose de remarquable, et on va bien entendu revenir dessus longuement, c'est que tous ces mandats, tu les as obtenus dans une terre électorale qui, au début, quand tu y arrives, on ne peut pas dire franchement que c'était un bastion du Parti socialiste. D'ailleurs, ça ne l'est toujours pas, la Corrèze. Mais je voudrais qu'on revienne d'abord sur tes premières années, non pas de vie, mais ton arrivée au Parti socialiste et ton engagement au Parti socialiste. Comment ça se fait? Est-ce que c'est une rencontre ou des rencontres d'abord d'hommes et de femmes, comme souvent? Pourquoi le Parti socialiste, à la fin des années 70, est le parti dans lequel tu décides de t'investir, et pourquoi rien avant, quasiment? Et donc, on commence par cela, et puis après, on abordera un peu ton ancrage territorial. Je suis lycéen quand se produit le congrès d'Épinay en 1971. Il se trouve que je suis la personnalité de François Mitterrand qui a été candidat en 1965 et je comprends, peut-être avant d'autres, que ce qui se produit en 1971 est très important, qu'un nouveau parti va s'affirmer et que dans le rapport entre le Parti communiste et le Parti socialiste, il peut y avoir une nouvelle évolution. Je m'engage, je suis étudiant à Sciences Po, je m'engage derrière la candidature de François Mitterrand en 1974. Je suis président de l'UNEF de Sciences Po et je préside donc le comité de soutien à François Mitterrand. Je connais beaucoup d'amis qui sont dans la campagne au siège Tour Montparnasse. Et je viens les voir, je suis dans les meetings, mais je n'adhère pas encore au Parti socialiste. Pourquoi? Parce que je prépare l'ENA à ce moment-là et je pense que je n'aurai pas le temps à consacrer au Parti socialiste. Je me souviens d'une rencontre avec Édith Cresson en 1975. Qui est la responsable des jeunes. Qui est la responsable des jeunes, parce que beaucoup, puisque j'étais déjà connu dans le milieu syndical et milieu étudiant, beaucoup me disent, mais il faut aller rencontrer Édith Cresson. Et je vais à ce rendez-vous, ici même, cité Malesherbes. Et Édith Cresson me dit, voilà, nous allons créer un syndicat étudiant proche du Parti socialiste, et nous voulons que vous en preniez éventuellement la responsabilité. Je dis, écoutez, je suis désolé, mais je suis responsable de l'UNEF, je suis favorable à l'union de la gauche, je ne pense pas qu'il soit utile de créer une nouvelle organisation, d'ailleurs, qui n'a eu qu'un temps bref d'existence. Puis ensuite, je rentre enfin, je fais mon service militaire, je passe 1 an et demi à l'ENA, et avec quelques camarades socialistes, pour l'essentiel, ou proches du Parti socialiste, nous créons un syndicat, et nous décidons collectivement, Michel Sapin nous ayant précédés, d'aller adhérer en groupe au Parti socialiste. Nous sommes en 1979. Le siège du Parti socialiste n'est plus ici, cité Malesherbes, il est place du Palais Bourbon.
frappons à la porte du Palais Bourbon et nous disons, voilà, nous sommes un groupe, on devait être 5 ou 6 de l'ENA, nous allons bientôt sortir, nous sommes en cours de scolarité, mais voilà, nous sommes convaincus que c'est vers le Parti socialiste qu'il faut aller, nous sommes tous engagés. Et personne ne reçoit, une jeune femme, et qui vous dit, vous savez, des édarques, on en a plein. C'est pas tout à fait ça qui nous intéresse, tout ce qu'on veut, c'est un renouvellement, un élargissement. Mais bien sûr, si vous voulez adhérer, vous allez dans les lieux de résidence. Bon. Cette jeune femme était Véronique Neyers, qui ensuite est devenue ce qu'elle méritait d'être, c'est-à-dire députée, ministre, oui. Mais qui n'était pas, d'un premier abord, chaleureuse, même si c'est une personne tout à fait sympathique. Mais elle montrait là, je pense, c'était délibéré, une forme de distance à l'égard de ceux qu'elle pensait peut-être animés par l'opportunisme. Ça existe quand même. Donc je vais adhérer au Parti socialiste, non pas en Corrèze, je ne suis pas du tout lié à ce département à ce moment-là, mais dans l'Eure où mes parents vivent, et donc je suis adhérent d'une section près du Neubourg, dans l'Eure, à Beaumont-le-Roger exactement. Et arrive, alors ensuite, mon itinéraire est beaucoup plus simple, je suis à la Cour des comptes, la campagne de François Mitterrand commence au début du mois de janvier 1981. Jacques Attali cherche des bonnes volontés, je suis là aussi identifié, donc on me dit, voilà, vous allez animer des groupes de travail, comités d'experts, enfin bref, Jacques Attali constitue une équipe, j'en suis, Ségolène Royal m'accompagne à tous les sens du terme d'ailleurs, oui. Donc nous voilà embarqués dans cette campagne où, il faut bien le dire, en janvier 1980, il n'y avait pas grand monde. Ça peut paraître paradoxal quand on se souvient de ce qu'a été la victoire. Mais quand François Mitterrand annonce sa candidature en novembre 1981, il y a bien sûr de l'enthousiasme pour ceux et celles comme moi qui sont derrière François Mitterrand, mais il y a aussi beaucoup de déception par rapport à la non-candidature de Michel Rocard. Bon. Et donc c'est l'idée, une fois encore, la gauche va perdre, il y a une espèce de fatalité, c'était le mot qu'avait employé d'ailleurs Michel Rocard en 1978. Et nous, moi en tout cas, je pense que non, il faut que cette campagne soit réussie, et je m'y investis. Et dans cette campagne, il se trouve que je rencontre Jacques Delors, que je connaissais déjà un peu par des relations familiales et personnelles. Et quand arrive la victoire de 1981, celle de François Mitterrand, je vois Michel Sapin qui part sur ses terres dans l'Indre, d'autres camarades qui vont connaître leur première rencontre avec le suffrage universel, et je me suis dit, je peux être utile, je suis disponible, mais où? Et Jacques Delors, qui était membre de la Fédération de la Corrèze, sollicité pour être candidat dans la 3e circonscription, c'est-à-dire celle d'Ussel, devient ministre de l'économie et des finances, et n'est pas particulièrement chaud bouillant pour aller dans les terres d'Ussel, pour aller dans la circonscription, en plus face à Jacques Chirac, qu'il connaît. Bon. Et donc il me dit, mais voilà, voilà une terre qui peut être demain la vôtre ou la tienne, et le premier secrétaire de la Fédération de la Corrèze m'encourage à venir. Je connais la Corrèze parce que j'y suis allé plusieurs fois en vacances, mais enfin je n'ai pas de lien particulier. Et j'accepte quand même d'aller à la réunion de désignation. On me dit, il n'y a personne, donc pourquoi ne pas tenter cette aventure? Je suis accueilli à la gare de Limoges par un camarade qui vit encore, et on se souvient encore de ce moment de rencontre, qui avait le journal sous le bras pour être reconnu. Je suis totalement, moi, inconnu. Mais tu ne le connais pas non plus. Et je ne le connais pas non plus. Bon. Et puis nous voilà partis vers Égletons. Égletons, c'était là où se tenait la réunion d'investiture. Là, il me dit, tu sais, bon, finalement, les choses ne se sont pas passées comme il était prévu. Tu n'es pas le seul candidat. Il y a un ancien premier secrétaire de la Fédération
qui est candidat. Je dis, bon, à ce moment-là, inutile d'y aller, laissons les choses se faire, je n'ai pas d'empressement particulier, je n'ai pas de volonté de vouloir écarter un camarade, il est légitime. Alors, donc il y avait un conflit, les terrocardien, les mitterrandistes ne voulaient pas de ce candidat, bref, la vie du Parti socialiste. Bon. Donc je dis, bon, je vais aller à la réunion, je vais faire mon discours, sans doute serais-je battu à l'investiture, mais qu'est-ce que ça peut faire? J'aurais contribué à animer la réunion. La salle était bondée, il y avait 200 personnes, ce qui était exceptionnel, un enthousiasme considérable. On est dans les jours qui suivent l'élection présidentielle. Et je suis investi, à la surprise générale, de 8-10 voix. Je ne me souviens pas encore de l'écart, mais il n'était pas considérable. Et c'est ainsi que je suis devenu candidat contre Jacques Chirac en juin 1981. Et que je suis resté ensuite pendant plus de 30 ans en Corrèze et que j'y vis encore. Il se trouve que dans la vague rose, je fais un résultat exceptionnel qui m'a été à tort attribué en disant c'est formidable, depuis le temps qu'on perd contre Jacques Chirac, en voilà un qui est tout près de le battre. Et c'est pour ça que j'ai été candidat après au cantonal, au municipal, et j'ai été élu député en 1988 finalement. Parallèlement, je suis un chargé de mission tout à fait officieux à l'Élysée. Je deviens directeur de cabinet de Max Gallo, à l'époque porte-parole du gouvernement. Dans le gouvernement Mauroy. Max Gallo qui a eu après une vie politique, disons, plus original, mais assez classique aussi, de passer de la gauche vers la droite. Mais c'était un homme de grande culture et surtout, il était un très bon connaisseur des médias et ça a été un moment tout à fait précieux pour moi. Et je lui en suis très reconnaissant. À partir de là, je m'intéresse au Parti socialiste, je fonde les transcourants. Alors, arrêtons-nous, si tu me permets, François, sur la Corrèze, juste quelques instants. Parce que, comme tu le dis toi-même, tu n'as pas d'attache avec la Corrèze quand tu y débarques. Évidemment que ton score au premier tour des législatives de 80 est dû à la vague. Certains oublient que, bien souvent, quand on est élu député, au lendemain d'une victoire présidentielle, c'est moins ses propres forces que la force propulsive d'une victoire à la présidentielle. C'était vrai en 80, ça a été vrai à d'autres époques. Oui, et même quand on est élu, c'est toujours grâce au parti qui vous évidemment. Investi. Il n'y a pas de victoire individuelle. Avant d'être connu, par définition, on est anonyme. Et beaucoup d'élus l'oublient. Parce qu'ensuite, bien sûr... oui, après, on peut construire quelque chose. Et je l'ai fait moi aussi. Mais je dois tout au Parti socialiste. Je dois tout à la victoire de François Mitterrand. Si elle n'avait pas eu lieu, si le Parti socialiste n'avait pas été un grand parti, ma vie politique aurait été finalement assez brève. Peut-être n'aurait-elle jamais existé. Moi, j'ai jamais oublié que le parti m'avait donné. C'est-à-dire d'abord une référence pour les électeurs. Ils votent non pas pour la personne, ils votent pour l'identité politique que la personne représente. Puis ensuite, ils peuvent avoir, quand la personne, l'élu, a montré ses compétences, eu un attachement. Mais voilà, ça, beaucoup l'ont oublié. Donc 81, tu échoues, mais c'est un échec synonyme de victoire, quasiment, face à Jacques Chirac. Et pourquoi 83 Ussel ? Alors certes, c'est dans la circonscription. Enfin bon, Ussel, comment dire, outre le contexte de 83 qui n'a pas été la meilleure année pour les socialistes et la gauche en général au municipal, c'est quand même le cœur de la Chiraquie, quoi. Oui, mon idée... D'ailleurs, ça s'est vu encore aux dernières départementales, me semble-t-il. Oui, c'est vrai. Mon idée était que... Je me suis trompé, c'est que Jacques Chirac, ayant été défait en 1981, ayant risqué même de perdre sa circonscription, j'en étais moi-même le témoin et l'acteur, son système, car c'était un système avec une organisation très méticuleuse,
des agents qui venaient recueillir les doléances des citoyens. Il était maire de Paris et donc ça apportait beaucoup à la Haute-Corrèze. Que ce système-là allait progressivement se déliter. Parce que ce n'était plus possible, quand la gauche était au pouvoir, de tolérer un certain nombre de pratiques. Donc je décide de m'installer vraiment dans le cœur de cette Haute-Corrèze, et en pensant qu'il y aurait forcément des jours heureux qui viendraient. En 83, je fais un résultat qui n'est pas mauvais pour les municipales, mais enfin qui n'autorise quand même pas de grandes espérances. Et puis ensuite arrivent les élections de 86. C'était ça mon idée. Bon. En 86, devait y avoir des élections au scrutin uninominal. Il se trouve que c'est au scrutin proportionnel. Donc ça redevenait jouable. Où que je sois à Ussel ou que je sois à Tulle ou à Brive, d'une certaine façon, ce qui comptait, c'était le département. C'était le département. Bon, il se trouve qu'en 86, je suis deuxième sur la liste et donc pas élu, bon, je me présente aussi au régional. Et c'est à ce moment-là que, quand le scrutin uninominal est rétabli, découpage pasquois, Orfèvre, à qui, là aussi, je veux rendre un hommage, car sans ce découpage pasquois, je n'aurais pas pu, d'abord, faire une translation vers la circonscription de Tulle, qui est une circonscription plus à gauche, avec forte influence du Parti communiste, et où il y avait un député sortant communiste. Et comme le découpage a été fait pour protéger les deux circonscriptions, celle de Jacques Chirac et celle de Jean Charbonnel, à l'époque maire de Brive, ça offrait une circonscription pour la gauche, et avec des cantons qui pouvaient être plus socialistes que communistes. Donc, je pars comme candidat en 1988, au nom du Parti socialiste, victoire de François Mitterrand, mais il n'y a pas de vague rose. Non. Et là aussi, on se souvient tous des déclarations de François Mitterrand. Celle-là a été entendue en disant voilà. Il ne faut pas qu'un seul parti puisse devenir dominant. Donc à partir de là, 1988, je pense que je vais vers une victoire pas facile, mais enfin possible. Et l'enjeu, c'est de savoir qui du Parti communiste et du Parti socialiste va être en tête le soir du premier tour. Arrivent les premiers résultats premier tour, et Parti communiste et son candidat, Jean Combasteil, est en tête, et je me dis, bon, bah, finalement, ma patience n'aura pas été récompensée, mon engagement long n'aura pas été fructueux. C'est ainsi. Il se trouve que dans les derniers cantons, je repasse en tête, et de 200 voix, je suis en tête. Bon, le Parti communiste, et là, j'ai trouvé que la discipline républicaine avait été parfaite. Jean Combasteil se désiste, et je suis élu député. C'est encore à un moment où le désistement entre les forces de gauche existait, quoi. Était mécanique. Mécanique. Ouais. Le soir même, il est maire de Tulle, ouais. Il est député sortant, et il dit, bon voilà, c'est vers ce jeune candidat socialiste qu'il faut aller. Et justement, parce que l'enjeu n'est pas mince pour le Parti socialiste sur cette circonscription dans la fédération de Corrèze, est-ce que le fait que ce soit toi qui, en quelque sorte, où on dit, bon, bah, François, c'est bon, il switch, il va de la terre chiracienne d'Ussel à Tulle, où il y a possibilité, est-ce que c'est la preuve ou est-ce que c'est un symbole, en quelque sorte, du poids politique que tu avais pris en Corrèze, bien sûr, mais aussi au niveau national? Est-ce qu'il y a une relation ou est-ce que finalement, sans reconstruire les choses, est-ce que ce sont deux éléments totalement distincts? Parce qu'il y avait un enjeu quand même, j'imagine que tout le monde avait fait les calculs et savait que c'était la seule circonscription corrézienne où le PS pouvait éventuellement devancer le PC et donc avoir un député. Évidemment, le Parti socialiste n'est qu'Amour et eau fraîche, mais ça peut susciter quelques frictions. Mais, localement, cette circonscription créait des envies, puisqu'elle était supposée revenir à la gauche. Donc, le député de Brive pouvait regarder ce qui pouvait se décider éventuellement dans l'autre circonscription, parce que la sienne était plus difficile. D'autre part, il y avait des camarades qui, depuis longtemps, étaient là et qui pouvaient aussi prétendre des adjoints au maire. De Tulle, par exemple. Bien sûr.
Il y avait René Telade, qui était président de la Fédération de la Mutualité française, donc c'était une responsabilité éminente, qui aussi pouvait se dire, voilà, pourquoi pas, il était corrézien et était resté très attaché à son département. Et finalement, parce que j'ai été patient, parce que j'ai été fidèle, parce que j'ai été présent, cette concurrence n'a pas existé. Et c'est vers moi que les militants et les élus sont allés pour dire oui, c'est à François que revient cette circonscription, parce qu'il a travaillé en Haute-Corrèze, parce qu'il a été là, parce qu'il nous a aidés. Il faut qu'il ait un mandat national, parce qu'il voulait me donner un mandat national pour exister au niveau du parti. Le parti lui-même était totalement indifférent. Non pas que Lionel Jospin l'était lui-même, parce que il m'avait dit en 88, mais si un jour tu penses que ta vie n'est pas en Corrèze, le parti t'aidera à trouver une autre circonscription. Je lui dis non, je veux garder cet enracinement. Et ça, c'est très important, de ne pas être un voyageur, de montrer de la constance, de la fidélité, et de ne rien lâcher. Et donc je préférais d'une certaine façon être battu en Corrèze que d'être élu ailleurs. Alors il se trouve que plusieurs personnalités du parti m'avaient proposé des lieux d'implantation. Parce que c'est quelque chose qui était naturel, je veux dire. Oui, aujourd'hui, absolument. on regarde ça avec un peu de commisération, mais finalement, c'était quelque chose assez traditionnel. Puisqu'on est dans l'histoire, je me souviens de Jean-Pierre Baligan, qui était un camarade, donc, qui était député de l'Aisne, me disait « Mais il y a une circonscription à Saint-Quentin ». C'est assez drôle quand on sait ce qui s'y produit aujourd'hui, où il y a un maire communiste, et là aussi il est possible d'avoir une candidature socialiste. Et je me souviens d'Alain Richard me disant « Mais j'ai une circonscription dans le Val d'Oise, vers Montigny-les-Corbeilles. » Bon, je dis, écoutez, vous êtes très gentil, c'est vraiment des signes d'affection que vous me portez, mais je suis corrézien. Et alors, le soir de mon élection, à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc je me précipite sur Le Monde, qui collationnait les résultats, ou le Figaro, et je dis, tiens, je vais regarder où j'aurais pu éventuellement me présenter, puisque des propositions m'avaient été faites que j'avais récusées. Et je me suis aperçu que les candidats socialistes avaient été battus à plein de couture dans ces circonscriptions-là, et que moi j'avais été élu facilement. Le choix corrézien fut le bon. Fut le bon. Alors, revenons en arrière, tu y as fait référence toi-même, les transcourants. Alors ça, c'est quelque chose quand même d'assez étonnant, mais qui, quand on regarde la suite de ton parcours à la tête du Parti socialiste, et ça va nous permettre de faire ce lien, finalement gagne d'une certaine cohérence. Mais en 83, 84, parce que ça commence un peu à émerger à ce moment-là, avec un ouvrage que beaucoup ont oublié, mais que certains ont lu quand même, y compris ton serviteur. Alors pas à l'époque, parce que j'ai malgré tout encore un peu jeune pour m'y intéresser, mais pourquoi ce besoin, en quelque sorte, de dépasser les courants, alors même que les courants sont constitutifs de l'identité du Parti socialiste, que le nouveau Parti socialiste d'Épinay, auquel tu faisais référence tout à l'heure, a pu se créer parce qu'il y a eu un accord sur la représentation proportionnelle, avec la possibilité pour chaque courant d'être représenté dans les instances délibératives et exécutives du parti. Donc est-ce qu'il n'y a pas une démarche là qui est en quelque sorte contradictoire avec cet ADN presque du Parti socialiste d'Épinay, dont tu es l'enfant, en fait, fondamentalement? Rappelons la période. Nous sommes en 1984. Le tournant de la rigueur a eu lieu. Nous sommes dans une politique qui est plus celle de l'offre que celle de la demande, même si la relance avait produit des effets. Il fallait redresser les comptes et améliorer la compétitivité de l'économie. Et la gauche, avec François Mitterrand, Jacques Delors, Pierre Mauroy, s'était engagée franchement. Et
Laurent Fabius a continué dans cette politique-là. Donc les débats d'hier paraissaient d'une certaine façon dépassés, c'est-à-dire la coupure première gauche, deuxième gauche, la modernité face à l'archaïsme supposé. Et je sentais déjà qu'à l'intérieur du Parti socialiste, c'était plus sur les idées que les choses commençaient à se structurer à travers les courants, mais déjà sur les personnes. Et d'ailleurs, je ne m'en suis pas finalement, je me suis pas trompé, puisque à partir de 85 apparaît une espèce de concurrence entre Lionel Jospin, premier secrétaire, et Laurent Fabius, Premier ministre, pour savoir qui va conduire la campagne. Mais on sent bien que la succession de François Mitterrand est ouverte. Bon. Par ailleurs, il y a Michel Rocard qui part du gouvernement en 1985, pas sur une question de fond, sur le retour de la proportionnelle. Donc on n'est plus sur des débats idéologiques, et je me dis, est-ce que ce n'est pas temps pour le Parti socialiste de faire, par sa rencontre avec la réalité, son choc de responsabilité, de faire cet aggiornamento, comme on disait, et de faire que le parti connaisse une mutation et devienne un grand parti social-démocrate, comme il en existait de très fort chez nos voisins européens. Voilà, c'est ça mon ambition, si je puis dire, au sens d'une démarche collective. Et donc je me dis, tous ces courants, celui de Chevènement est déjà parti. Il est encore au Parti socialiste, sur bien Chevènement, mais on voit bien que son orientation sur l'Europe est contradictoire avec la ligne générale. Michel Rocard, lui, se prépare davantage à l'élection présidentielle qu'il n'affirme une différence idéologique. Et on a Laurent Fabius et Lionel Jospin, qui, même s'il y a des nuances, y compris dans ce que doit être un parti, bon, sont quand même assez proches. Est-ce que c'est pas temps de rassembler tout le monde et de faire un grand pôle majoritaire. Bon. Alors, c'est ce que nous faisons avec les transcourants, qui n'est pas simplement cette idée un peu naïve, on devrait davantage s'aimer, évitons les sensibilités, n'ayons plus de querelles entre nous, dépassons les courants. Non, c'est vraiment un choix idéologique. C'est ça l'idée des transcourants, c'est-à-dire, finalement, on est beaucoup plus proche qu'on ne l'imagine, mais assumons ce que nous faisons d'abord, et faisons vraiment le choix de la social-démocratie avec une affirmation idéologique et un travail idéologique, parce qu'à ce moment-là, c'est ainsi, le parti ne travaille plus, même si Lionel Jospin fait tout ce qu'il peut pour continuer à faire des propositions, le groupe parlementaire... Oui, l'espèce de trou noir de l'Élysée, de Matignon et de l'Assemblée. Parce que c'est pas facile, et j'ai vécu ça quand j'étais président de la République. L'exécutif rassemble beaucoup plus de force que le parti, a beaucoup plus d'experts, fait des propositions, les groupes parlementaires aussi, et le parti est toujours un peu le parent pauvre dans l'exercice du pouvoir. Même si, comme premier secrétaire, j'ai veillé, Lionel Jospin y était très attentif à ce qu'on soit toujours associé, comme il l'était lui-même auprès de François Mitterrand. Donc, ce travail intellectuel, je le souhaitais. Finalement, il a été mené. Je pense que le livre en question y était une forme. D'autres y travaillaient. Et tout ça, parce que mes intuitions étaient les bonnes, a quand même dégénéré dans le Congrès de Rennes. Parce que, à force de ne pas être sur les idées, on a été sur les personnes, ce qui a donné une division qui a été quand même assez douloureuse pour le Parti socialiste. Comment, toi, tu as vécu cette division, y compris dans ta terre corrézienne? Parce que, alors, en 88, tu es député. Ouais. Tu as un des... Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas tant que ça, de jeunes députés, comme il n'y a pas eu la vague en 81, autant il y a eu une vague de renouvellement extrêmement massif des cadres qui se retrouvent à l'Assemblée. En 88, il y en a quelques-uns, mais beaucoup moins. Comment, dans la terre corrézienne, justement, ça se passe, ce congrès de Rennes, puisque tu y fais référence? Tout à l'heure, tu disais que quand tu es arrivé, il y avait un ancien rocardien qui voulait être candidat, et donc finalement, tu as profité un peu de ce rejet d'un camarade rocardien. Est-ce qu'en 90, la Fédé de Corrèze, là aussi, a été percutée par le conflit, ou est-ce que finalement... un peu comme une île, elle est restée un peu à l'écart de ces turbulences. Elle a été percutée au sens où
Ça a été violent, le congrès de Rennes, et à l'échelle nationale, comme on disait, mais aussi à l'échelle locale. Chacun a été obligé de se situer. Il se trouvait que mes meilleurs amis étaient dans le courant Fabius, localement. Tous ceux qui m'avaient soutenu étaient dans le courant Fabius. Ceux qui m'avaient quelquefois fait quelques nuisances étaient dans le courant Jospin. Mais j'étais du courant Jospin. Bon, donc j'ai fait en sorte que ça s'équilibre et qu'autour de moi, ça se rassemble. Et ça s'est produit. Et là aussi, les querelles n'étaient pas d'ordre idéologique, mais c'était des vieilles querelles qui remontaient quelquefois à des années. C'est-à-dire que les gens dans le parti se sont situés, non pas tant par rapport à l'enjeu du moment, mais par rapport à leur propre histoire. Et aussi aux désignations qui avaient eu lieu ou qui devaient avoir lieu. Voilà, moi je considère que c'est une période qui a été assez triste pour le Parti socialiste, qui aurait d'ailleurs pu le détruire. 92, 93 en sont et 94 évidemment. Parce que cette crise a duré jusqu'en 1995 en définitive. Donc au final, ton transcourant, c'est moins un transcourant que de revenir sur de vrais débats qui peuvent animer le Parti socialiste et où on s'apercevrait alors que ce qui nous rassemble est beaucoup plus important et donc, bon, il peut y avoir des courants parce que c'est dans notre ADN, mais fondamentalement, il n'y a pas besoin d'affirmer à ce point des divergences. Dans les années 70, les courants avaient des lignes tout à fait identifiées. Le courant Mitterrand, c'était l'union de la gauche. Le courant Rocard, c'était l'aspiration que la société devait elle-même prendre davantage de place plutôt que l'État, que la modernisation économique devait se faire. Le courant Chevènement était déjà un courant plus étatique et plus souverain, je devrais dire. Bon, voilà. Mais à partir des années 84-85, il reste le courant Chevènement, mais le débat n'est plus idéologique. Et c'est ça que je voulais absolument marquer. Et comme il n'était plus idéologique, alors qu'on aurait dû travailler à la doctrine, ça a été des affrontements de personnes. Rocard, parce qu'il n'avait pas désespéré d'être candidat. Lionel Jospin, parce qu'il voulait montrer le rôle majeur du parti, même s'il n'avait pas encore l'idée d'être candidat à ce moment-là. Et Laurent Fabius, parce qu'il se plaçait comme successeur. Et tous les militants du parti ont été obligés de se classer quelquefois à contrario de leurs propres idées, tout simplement par la fidélité aux personnes. On demandait une fidélité aux leaders. C'est pour ça qu'on appelait ça jospinien, fabusien, rocardien. Et pour moi, je pensais que c'était un risque sérieux pour non seulement l'unité du Parti socialiste, mais sa vocation de grand parti majoritaire en France. Parce qu'il fallait bien irriguer en idées nouvelles avec l'affaiblissement du Parti communiste, puis après avec la chute du mur de Berlin, il fallait bien qu'il y ait quand même un renouveau de la pensée social-démocrate. Et comme ça n'a pas été fait, il a fallu attendre finalement 95. D'une certaine façon, c'est Lionel Jospin qui fait ce travail-là et qu'il poursuivra au gouvernement. 95. C'est une divine surprise quasiment que ce premier tour de l'élection présidentielle, où on se remet dans le contexte, c'est la fin du second septennat de François Mitterrand, un parti socialiste battu en 93, toi-même tu es battu en 93, comme beaucoup. Cela avait été précédé par les régionales et départementales de 92 qui n'avaient pas été fameuses, 93 législatives, 94 c'est la liste européenne avec le SCUD, tapis, comme on l'appelait à l'époque, et 94 à l'automne 94 il y a ce congrès de Liévin, qui reste quand même un moment un peu singulier dans l'histoire du Parti socialiste, puisque c'est un congrès finalement où il y a une motion de synthèse, j'allais dire, énormissime, ultra majoritaire, avec une petite motion là, qui se balade un peu autour, entre autres, de Vincent Peillon, qui sera amené à prendre, c'est la première fois où il émerge à peu près, et où dans le même temps, celui qui
t'avait amené à être candidat en Corrèze, dit « moi, j'y vais pas ». Donc, c'est un moment un peu... Et avec un premier secrétaire qui s'appelle Henri Emmanuelli, à l'époque, grande figure du parti, lui aussi extrêmement bien implanté, dont on voit encore aujourd'hui les traces dans les Landes, etc., etc. Donc, c'est un moment un peu particulier. Comment, toi, tu le vis de l'intérieur, ce moment de 93, 94, avant, justement, la divine surprise de Lionel en 95 ? 1993, donc je ne suis plus député. Je reviens à la Cour des comptes. Et je n'ai pas de responsabilité dans le Parti socialiste. Non. Et je travaille dans le club témoin que j'ai fondé avec Jacques Delors et d'autres camarades. Jacques Delors, qui a toujours eu une forme de distance à l'égard du Parti socialiste, fait à la fois de regret de ne pas en être un des leaders et aussi de bonheur de ne pas en être un des leaders. D'en être finalement éloigné. Bon, donc, il se trouve qu'après l'échec de la liste Rocard, le parti est sans candidat. Et tous les yeux sont tournés vers Jacques Delors, qui devient, dans les sondages, un candidat potentiellement victorieux, alors que Balladur triomphe, toujours dans les intentions de vote. Ce qui me permet de faire une parenthèse. Nous sommes en juin 2021. Les sondages de l'époque, en 1994, indiquent que Balladur est élu et que le seul candidat qui peut éventuellement lui faire des difficultés est Jacques Delors. Chacun sait maintenant que Jacques Delors n'a pas été candidat et que Balladur a fini 3e au premier tour. Et ce fut vrai à d'autres élections, mais, sur lesquelles on reviendra. Donc, alors, tous les regards se tournent vers Jacques Delors. Jacques Delors lui-même n'est pas fâché d'être sollicité, même s'il n'a jamais, et je peux en témoigner, donné quelques indications sur ce qu'allait être sa décision. Et puis, le congrès de Liévin arrive. Et c'est là que, c'est vrai que c'est un moment assez paradoxal et paroxystique, c'est-à-dire que Emmanuelli, incarnant une ligne vraiment à gauche du Parti socialiste, tout à fait méfiante à l'égard de la construction européenne, appelle Jacques Delors à être candidat. Et il se trouve que comme je suis dans le club témoin, proche de Jacques Delors, tout le monde pense que je suis un des porte-parole de Jacques Delors. Tout le monde me fait beaucoup de sollicitations courtoises, pensant que je suis informé, je ne le suis pas, et pensant que je vais être dans la direction de l'équipe de campagne de Jacques Delors, alors même qu'il n'a fait pas candidat. Confidence et que tout laisse penser qu'il ne le sera pas. Bon, et puis ce congrès se passe justement avec l'unanimité artificielle, puisque ceux qui sont contre la ligne d'Emmanuelli pensent que de toute façon, ce sera Jacques Delors le candidat, qu'importe. Bon. Quand j'appelle Jacques Delors pour lui dire que le congrès a été soulevé dès le nom prononcé, ça ne le rassure pas, parce qu'il se dit, je suis en train de créer une attente très forte, alors que je ne vais pas forcément y répondre, ce qui d'ailleurs se produit quelques semaines plus tard avec l'émission bien connue de 7 sur 7, Anne Sinclair. Et puis fin de l'année 2014... 94 fin de l'année 1994, c'est Lionel Jospin qui finalement dit mais je suis prêt et confie qu'il n'a jamais pensé que Jacques Delors serait candidat et qu'il s'était à l'évidence préparé personnellement et intellectuellement. Et là aussi, il avait fait un discours que j'avais écouté avec beaucoup d'attention au congrès de Liévin, mais dans une indifférence générale. Bon. Mais il se trouve que quelques mois plus tard, c'était lui qui allait être le candidat et qui, partant de peu de chances d'être au second tour, finit premier le soir du premier tour. Et c'est ce qui permet, malgré la défaite qui était, disons, programmée, ce qui permet au Parti socialiste de reprendre non seulement confiance en lui-même, mais de reprendre l'initiative politique.
et de pouvoir redevenir la force autour de laquelle une alternance redeviendra possible. L'aimant et la limaille, comme Oui. disait l'autre. Toujours d'actualité. Donc 95, on arrive dans cette phase. Alors évidemment, aujourd'hui, on connaît la fin, donc on cède à la tentation de l'Uchronie en quelque sorte. 95-97, c'est le moment où aujourd'hui on se dit le parti s'est reconstruit sur ses bases, a fourni un gros travail doctrinal, de préparation, y compris de préparation des candidates et des candidats aux législatives. Comment toi tu vis cette période-là? Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, tu n'es plus député. 95, ça n'a pas changé. Il n'y a pas eu de dissolution après la réélection l'élection de Jacques Chirac. Donc tu es toujours à la cour. Comment ton ancrage corrézien se maintient-il? Parce que c'est quand même le fil rouge de... Oui, mais c'est pire que ça. C'est que non seulement je ne suis plus député, j'ai été battu en 1993, de peu, mais j'ai été battu. Oui. En 1995, suite à la victoire de Jacques Chirac, la ville de Tulle passe à droite, donc je ne suis même plus adjoint. Je suis donc, mon seul mandat est d'être conseiller municipal de Tulle. Beaucoup pensent que je vais quitter le département. Je deviens porte-parole du Parti socialiste quand Lionel Jospin en reprend la direction. Donc, à l'automne 95. Bon, donc je deviens, disons, plus connu et plus présent dans les médias. Donc beaucoup se disent, bon ben voilà, François va quitter. Jacques Chirac est président de la République. Est-ce qu'il y a de la place pour aujourd'hui un leader national du Parti socialiste en Corrèze? Et là aussi, on me fait miroiter quelques circonscriptions. Et Lionel Jospin insiste pour que je les saisisse. Non, je leur dis, je vais rester en Corrèze. Les élections étaient prévues en 1998. Bon, bah, je serai de nouveau candidat. Et porte-parole du Parti socialiste, avec Lionel Jospin, c'est vrai que nous faisons un travail qui nous permet d'entrevoir pour 98 un éventuel succès. Il se trouve que la dissolution est décidée. Moi, j'avais cette intuition, enfin, plus exactement cette réflexion, depuis déjà plusieurs semaines. Lionel Jospin était beaucoup plus circonspect, parce qu'il est très rationnel, Lionel Jospin. Il se dit, c'est pas possible. Jacques Chirac dispose d'une majorité écrasante. Pourquoi irait-il provoquer une élection législative anticipée au risque de la perdre et de se retrouver dans une cohabitation très longue? Néanmoins, c'est ce qui se produit, avec l'idée que la majorité sera effectivement plus faible, mais qu'elle sera majorité. Et plus homogène. Et donc, la dissolution arrivant, on me dit, mais alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas en Corrèze ou on te propulse quelque part avec la garantie que tu seras élu? Donc j'ai dit, mais ma place est en Corrèze, donc je me représente en Corrèze pour ces élections législatives. Et alors là, ça se passe de manière très, très facile et j'obtiens une majorité assez forte au deuxième tour. Et ensuite, je n'ai cessé d'élargir mon assise, et donc jusqu'à devenir président du Conseil général, et de prendre la ville de Tulle en 2001. Ce qui était une belle performance, d'ailleurs, je souligne, parce que 2001 n'est pas une très mauvaise. Voilà, il y a quelques séries qui cachent. Mais globalement, on perd plus de villes qu'on en gagne, que le PS n'en gagne. J'avais cette formule, finalement, en 2001, c'est Paris, Lyon, et Tulle. Dijon et Tulle. Je mettais quand même Dijon dans la série. C'est l'amitié des François, diront-nous. Mais c'est vrai que c'était des victoires qui ont, considérables d'ailleurs, mais qui ont caché en réalité le reflux, qui d'ailleurs annonçait les difficultés de 2002. Donc pendant toutes ces années que j'ai passé comme premier secrétaire, comme député de la Corrèze, ça a été un travail exaltant. J'ai eu une relation très forte avec Lionel Jospin. On se voyait 2 fois par semaine. Il y avait une confiance mutuelle. Je mobilisais le parti. Il informait
à chaque fois le premier secrétaire, toutes les étapes, on les franchissait ensemble. Arrive l'élection présidentielle. Alors, justement, tu fais part de ce rapport très proche que tu as eu avec Lionel à partir du moment où tu deviens premier secrétaire du Parti socialiste. Au final, 81-86, cette relation fonctionne entre François Mitterrand et Lionel Jospin. Elle fonctionne peu ou pas entre 88 et 93. Elle fonctionnera de nouveau entre 97 et 2002, tu viens de le dire. On peut penser que le mode de fonctionnement que Lionel met en place avec toi, premier secrétaire, même s'il est dans une position un peu différente, il n'est entre guillemets que Premier ministre et pas président de la République, mais Premier ministre de cohabitation, c'est là où s'impulse le pouvoir. Est-ce que tu penses que en quelque sorte, cette expérience qu'a eu Lionel en étant premier secrétaire entre 81 et 86, finalement, il a voulu la réitérer avec toi comme représentant du parti. Et qu'est-ce que ça dit de la vision qu'avait Lionel et toi du rôle du parti au moment où on est aux responsabilités et où on est au pouvoir? Lionel Jospin avait été désigné premier secrétaire du Parti socialiste avant même la victoire de François Mitterrand. À Créteil. À Créteil, congrès de janvier 1981. J'étais dans ce congrès. Ensuite, François Mitterrand associait le premier secrétaire, comme d'ailleurs les présidents de groupe, et davantage le premier secrétaire, à toutes les réunions, une fois par semaine, qu'il pouvait avoir, y compris avec le Premier ministre, pour traiter des affaires du pays. Dans leurs conséquences politiques. Il ne s'agissait pas de gérer les affaires de l'État par un parti. Il s'agissait simplement d'associer le dirigeant du parti aux grandes orientations du pays. Je crois que la fin du premier temps de François Mitterrand, c'est-à-dire quand s'est posée la question de la direction de la campagne en 86, a créé déjà une certaine tension assez fréquente entre le Premier ministre et le Premier secrétaire. Bon. Et que François Mitterrand n'en était pas forcément satisfait, mais il faisait avec. Lionel Jospin a donc voulu reprendre sous son autorité la relation maintenant qu'il pouvait avoir avec le Parti socialiste. J'en étais le premier secrétaire, et sans avoir les difficultés d'hier, puisqu'il y avait le Premier ministre et il y avait le premier secrétaire, il n'y avait pas le président. Bon. Donc c'était plus simple, on était en relation directe, et il n'y avait pas un troisième personnage qui pouvait en prendre ombrage. Et ça a été donc une relation très fluide, où Lionel Jospin n'aurait pas accepté que je puisse, au nom du parti, dicter une décision, mais il comprenait que lorsque le parti exprimait une réserve ou une inquiétude, il fallait l'intégrer dans les choix, ou quand le parti faisait des propositions, il en a fait beaucoup dans cette période, il puisse en accepter bon nombre. Voilà, c'était une relation que j'ai essayé de reproduire moi aussi, mais j'étais président. Et c'est là qu'il y a une difficulté. C'est que, autant quand la relation est entre le Premier ministre et le Premier secrétaire dans une cohabitation, je vous ai dit, c'est plus simple, autant quand il y a le président, où se fait la réunion. Alors, j'associais bien sûr le Premier secrétaire, donc ça a été, il y en a eu deux, enfin il y en a eu trois même, parce que Martine Aubry a été Premier secrétaire pendant toute une période, Harlem Désir, puis Jean-Christophe Cambadélis, mais il y avait aussi des réunions à Matignon qui jouaient. Je pense que s'il y a une leçon à retenir, car on fait un travail d'histoire, mais on fait peut-être un travail de prospective, c'est que pour qu'il y ait une relation qui soit confiante entre le pouvoir, le président, le Premier ministre, dans d'autres circonstances, et le parti, il faut que le premier secrétaire ait été, si je puis dire, nommé par le président. En tout cas, le leader de l'exécutif. Ce qui a été le cas, Lionel Jospin, d'une certaine façon, avait été désigné par François Mitterrand avant l'élection, et moi-même, j'ai été, d'une certaine façon, désigné par Lionel Jospin alors qu'il venait d'arriver à Matignon.
Là, ça n'était plus le cas, puisque je n'étais pas le chef de parti quand je suis devenu président de la République. Je n'étais plus au parti. Donc je n'ai pas pu désigner mon successeur. Martine Aubry était premier secrétaire, c'était à elle de faire une transition, puis ensuite de passer la main. Et ça, c'est un élément qui n'explique pas les difficultés, mais qui mérite d'être... En tous les cas, qui est distinct des deux autres périodes. D'être retenu, oui. Et est-ce que, pour suivre justement, parce que je connais tes prises de position récentes, est-ce que finalement une relation entre l'exécutif et le parti n'est pas plus simple quand elle est à deux, c'est-à-dire entre le Premier ministre et le président et le chef de parti, plutôt qu'à trois, de ce triangle infernal, finalement, où il y a un président de la République, un Premier ministre... Premier ministre qui est théoriquement le chef de la majorité, ce qui devient de moins en moins vrai. Avec le quinquennat. Oui. Ça ne l'était pas non plus quand j'étais président. Le chef de la majorité, c'est le président, c'est pas le Premier ministre. C'est pour ça que je suis pour une clarification. Il peut y en avoir de deux manières. On revient à un régime parlementaire, ça me paraît totalement irréel. On arrive à un régime présidentiel qui d'ailleurs, on le voit bien aux États-Unis, fait qu'il y a un dialogue constant entre le président et le chef du parti ou les représentants du Parlement. 97-2008. Ce sont ces 11 ans qui, pour beaucoup de militants du Parti socialiste, ont été ceux pendant lesquels tu as dirigé, bon gré mal gré, le Parti socialiste. Je dis bon gré mal gré parce que période faste, 97-2001, oui. Période compliquée, voire choquante, au sens propre du terme, 2001-2004, voire 2005. Et il y a cette rupture que constitua, sur laquelle on reviendra, si tu le veux bien, de quelques instants, 2005. Il y a une critique qui est souvent portée à François Hollande, comme premier secrétaire du Parti socialiste, justement, et c'est en filigrane avec ce que l'on échangeait sur les transcourants, c'est que finalement, les débats d'alors ont été trop peu souvent tranchés, sauf le débat européen. Et que finalement, tout ceci était un peu émollient et qu'on essayait trop de rechercher la synthèse. Et c'est d'ailleurs un reproche qui t'avait été fait de manière indirecte lors du fameux congrès de Reims, où par la suite les conventions ont également d'ailleurs à chaque fois été le plus unanime possible. Donc comment toi tu vivais ce moment? Est-ce que c'était pas une stratégie aussi? Bon, finalement, on met un édredon sur nos divergences, et puis parce que c'est ce qui nous rassemble et ce qui nous permet d'être cette force politique dynamique et propulsive dont la gauche a besoin. Alors, distinguons les temps. 1997-2002. Je suis le premier secrétaire, nous sommes au gouvernement. Lionel Jospin, gouvernement de la gauche plurielle. Mon rôle, c'est de faire en sorte que les propositions du parti puissent arriver jusqu'au sommet de l'État. Et ma responsabilité, c'est de faire que le parti soit solidaire, cohérent derrière son Premier ministre, parce que, d'abord, nous avons des partenaires qui ne sont pas toujours faciles, et deuxièmement, nous avons un adversaire qui se trouve être président de la République, ce n'est pas rien, et troisièmement, parce que, à la moindre faiblesse, c'est la dissolution et la fin du gouvernement. Donc mon rôle, c'est de convaincre toutes les sensibilités, elles existent encore, bon, même si elles sont, disons, assez peu idéologiques, sauf celle de Jean-Luc Mélenchon et de Julien Drey, la gauche socialiste, de convaincre toutes ces sensibilités que moi je dois les faire travailler ensemble, mais qu'elles doivent se tenir dans la ligne qui est tracée par Lionel Jospin et par moi-même. Et ça fonctionne plutôt bien. Il y a un courant minoritaire, celui incarné par Jean-Luc Mélenchon, dont Lionel Jospin considère à un moment, 2000, qu'il faut l'associer au gouvernement. Donc, aller faire un débat idéologique à l'intérieur du Parti socialiste au moment où, finalement, tout le monde y est dans le gouvernement, et même Laurent Fabius y revient. Et on sait que ce n'était pas toujours simple de faire vivre la
la sensibilité Fabius dans un parti qui se voulait plus à gauche à l'époque. Il faut savoir que Laurent Fabius incarnait une ligne plus libérale, on va le dire. Bon. Mais il se trouve que Lionel Jospin fait le choix aussi, après le départ de Strauss-Kahn, de rappeler Laurent Fabius, qui encore renforce l'unité du Parti socialiste. Donc la synthèse que je prône est une synthèse, j'allais dire, de responsabilité et de mise en œuvre. Puisque tout le monde est au gouvernement, soutenons le gouvernement et faisons en sorte qu'il soit alimenté autant qu'il est possible par le travail du parti. Nous avons à préparer des élections intermédiaires, et il y en a eu beaucoup. Je conduis la liste en 1998 pour les élections européennes. 99 pour les élections. Il y a 98 les régionales. 90, oui, voilà. Prenons donc européennes. 98 les régionales, où nous conquérons plusieurs régions. C'est la première étape. Et je me souviens de la campagne que j'ai menée avec Robert Hue à l'époque et Dominique Voynet, où nous allions défendre la gauche plurielle au niveau des régions. 1999, où le Parti socialiste, et on sait que c'est une élection compliquée. J'avais en mémoire le score de Michel Rocard. Il y avait une liste écolo conduite par Daniel Cohn-Bendit, il y avait une liste communiste conduite par Robert Hue. Bon, nous faisons 22%, donc ça conforte le gouvernement, ça maintient l'unité de la gauche plurielle. Et puis nous avons 2001, et malgré le recul, nous avons la capitale et Lyon qui reviennent qui arrivent dans le giron du Parti socialiste. C'est comme historique. Même si il y a déjà un reflux. Pour 2002, avec Lionel Jospin, nous avons une conversation. Soit c'est le parti qui conduit la campagne et qui assure l'organisation de tout, soit c'est une direction de campagne, parce que Lionel Jospin est Premier ministre et il n'est pas assimilé au Parti socialiste. C'est la fameuse phrase de Lionel Jospin, mon projet n'est pas socialiste. D'une certaine façon, il a raison. Il est dans un projet pour la France, avec des sensibilités qui sont pour l'essentiel socialistes, mais d'autres peuvent s'y agréger. Le Parti socialiste n'est pas majoritaire dans le pays. Donc la première option n'a pas été voulue. Et donc c'est une seconde option avec la direction de campagne qu'on connaît. Et la campagne. Mais il se trouve que quand Lionel Jospin n'est pas au deuxième tour et qu'il annonce sa décision de quitter la vie politique, c'est sur moi que repose ensuite la responsabilité de conduire la campagne des élections législatives et d'assumer aussi un choc qui n'est pas qu'une défaite, qui est parce que pour une part, elle n'a pas été forcément voulue, mais qui est quand même un empêchement de pouvoir continuer. Bon, et peut-être le risque du fracas, si on ne maîtrise pas le débat post-électoral. Voilà. Alors ensuite, face aux attaques qui n'ont pas manqué de se produire, parce que les mêmes qui avaient été au gouvernement, moi je n'y étais pas, hein, les mêmes qui étaient au gouvernement ont été les premiers à dire voilà pourquoi nous avons perdu, voilà pourquoi nous avons été trop loin dans la gestion, pas assez dans la transformation. Et congrès donc, de Dijon, de 2003, est un congrès où il n'y a pas de synthèse, où je fais en sorte qu'il n'y ait pas de synthèse, pour que nous ayons plusieurs lignes qui soient en débat. Et c'est ce qui se produit. Et c'est un congrès très important parce que non seulement je le gagne avec l'équipe qui me suit, Laurent Fabius et Dominique Strauss-Kahn sont d'ailleurs dans cette majorité, et en face, nous avons Mélenchon et Emmanuelli et Benoît Hamon, Montebourg et Peillon. Avec le LPS. Oui, les mêmes que l'on retrouvera finalement plus tard, et en 2005 sur le référendum, et plus tard parmi les frondeurs ou parmi les adversaires. Donc on en arrive à 2005, quoi 2004 en réalité. Quoi, donc 2004, sur l'idée de la synthèse et
de l'absence de décision. Je la récuse complètement. Tu la récuses. Synthèse, oui, chaque fois qu'elle est nécessaire. Clarification, chaque fois qu'elle est indispensable. Clarification, justement. Traité constitutionnel, puis on terminera par là. 2004-2005, période singulière, donc parce qu'on sort du congrès de Dijon, auquel tu fais référence, hein, qui a eu lieu 2003, qu'on sort évidemment de la défaite douloureuse de 2002, mais qu'on sort aussi des élections de 2004, qui ont été de bonnes... Triomphales, mais pas bonnes, triomphales, puisque on fait 20 régions sur 22. Il y a une petite tache bleue à droite. Oui, en Alsace. Et on fait près de 30% aux élections européennes. Le meilleur score du Parti socialiste. Le meilleur score du Parti socialiste de son histoire. Premier groupe arrivant au Parlement européen. Et des cantonales... puisque c'est d'actualité. Et des cantonales qui ont été époustouflantes. Donc en 2004, si le ciel est bleu, si on se tient, voilà. L'élection présidentielle est ouverte. Et c'est bien là le problème. L'Europe. On sait que ça fait partie de ton ADN politique, hein, de beaucoup d'autres, mais en tous les cas aussi, et évidemment du tien, tu y as fait référence, évidemment. Et là, il y a un choix cornélien qui se pose au Parti socialiste, non pas être pour ou contre, mais de savoir si, dans le cadre du référendum qui va être proposé aux Français, est-ce qu'il convient de prendre une position. Et ce qui est intéressant, c'est qu'encore aujourd'hui, dans les entretiens menés, les positions demeurent bien figées. Que pour certains, il n'y avait pas lieu de prendre position, puisque, après tout, le Parti socialiste ne l'avait pas fait en 1972, au moment de l'entrée du Royaume-Uni. Donc pourquoi devrions-nous le faire aujourd'hui? Et pour d'autres, au contraire, c'était absolument indispensable que de prendre position. Donc est-ce que toi, il y a eu, à un moment donné, dans ta gestion justement du Parti socialiste, de cette volonté de maintenir en quelque sorte la famille réunie, est-ce qu'il y a eu cette tentation, à un moment ou à un autre, finalement, puisque c'est un terme à la mode, de passer au-delà de l'échéance de ce référendum et de dire que le Parti socialiste appelait à l'abstention par rapport à cette question européenne du traité constitutionnel? D'abord, les mêmes qui se plaignent de la prise de position que j'ai eu à décider lorsque le référendum a été annoncé, ces mêmes ont souhaité qu'il y ait un référendum, ont demandé un référendum. Je leur disais, mais pourquoi allez-vous demander un référendum qui va forcément diviser le pays et nous mettre en difficulté? Mais cette obsession, il faut que le peuple soit consulté puisque c'est un traité institutionnel, fait que Jacques Chirac lui-même y cède, donc décide un référendum. La plupart des pays qui avaient à ratifier ce traité l'ont fait par la voie parlementaire. Il y a eu l'Espagne, il y a eu les Pays-Bas qui ont fait un autre choix. Peut-être qu'il y en a eu un autre. Le Danemark. Le Danemark, peut-être. Mais tout le reste, pour un traité qui n'avait qu'une portée très limitée, puisqu'il agrégeait tous les traités existants et changeait simplement un certain nombre de modes de fonctionnement du Parlement européen, du Conseil européen, de la Commission européenne. Quand même. Bon. Un référendum pour ça. Donc, ceux qui demandaient un référendum demandaient après qu'on ne prenne pas position. Mais comment ne pas prendre position? Donc on aurait dit, voilà, nous avons demandé un référendum, mais nous ne répondrons pas à la question que nous avons souhaité poser aux Français, et nous les laissons libres de leur choix. Je pense que ceux qui étaient contre ce traité l'auraient fait de toute manière. Donc on aurait eu un parti qui aurait dit « nous on s'abstient », mais un autre parti qui aurait dit « nous on vote contre ». Et je suppose qu'il y aurait eu des socialistes qui auraient dit qu'ils votaient pour. Donc comment sortir de cette difficulté dans laquelle nous étions nous-mêmes tombés? Dire on laisse la liberté de vote, donc des socialistes sont pour le oui, des socialistes sont pour le non. Difficile à admettre. Donc je propose que les militants s'emparent de ce sujet et déterminent la position.
c'est là que, à mon avis, le plus grave s'est produit. C'est pas tant la réponse, à la limite. On pouvait décider ou de s'abstenir, ou de voter oui, ou de voter non. Il y avait des raisons qui pouvaient appeler à telle ou telle décision. Ce qu'il fallait, c'est qu'une fois que les militants s'étaient prononcés, c'est de tenir tous sur cette position. Ou alors, ça ne servait à rien de consulter le Parti socialiste. Et ce qui s'est produit là, c'est finalement la première fronde qui ensuite s'est retrouvée à d'autres occasions. Le rôle d'un parti, c'est de permettre que le débat ait lieu, c'est d'assurer la délibération la plus large, c'est de faire en sorte que ses adhérents soient associés à la décision. Mais le rôle d'un parti, c'est de faire respecter la discipline du vote. Quand il n'y a plus de discipline du vote, il n'y a plus de parti. Donc pour toi, ce que tu as vécu comme premier secrétaire 2004, en réalité... 2005. Oui, alors oui, le référendum 2004, interne oui. est en 2004 et le référendum et les prises de position allant à l'encontre du résultat du référendum sont en 2005, effectivement. Donc pour toi, c'est ce moment-là, donc il y a quand même 15 ans, oui. Où le Parti socialiste, en quelque sorte, cesse d'exister puisqu'il n'est plus suffisamment fort pour imposer une discipline. Si je suis ta logique. Oui, ma logique, c'est que le ver est dans le fruit, si je puis dire. Le ver de terre est dans le fruit. J'entends bien. À ce moment-là, pour deux raisons. La première, c'est que la ligne du Parti socialiste est une ligne européenne. François Mitterrand n'a jamais cédé là-dessus. Jamais. Et Lionel Jospin a, malgré les réserves qu'il pouvait avoir, le non, tenu bon. Et notamment sur le traité de Maastricht. Le traité le plus fondamental n'est pas le traité institutionnel européen, qui n'est qu'une organisation. Le traité fondamental est la souveraineté monétaire perdue au bénéfice de l'euro. C'est ça la décision fondamentale. C'est le traité de Maastricht. Qu'est-ce que fait le Parti socialiste? Il appuie François Mitterrand pour que le traité de Maastricht puisse être voté. Ceux qui sont contre, c'est Jean-Pierre Chevènement et d'autres. Mais ça, c'est le traité fondamental. Donc à partir de là, en évoquant le non au traité, même pour perdre, si c'est le oui qui était la position du parti, même pour perdre, on gardait la ligne de François Mitterrand, celle aussi de Lionel Jospin, et on l'assumait, plutôt que de nous diviser. Donc non seulement on s'est divisé, non seulement il n'y a pas eu la discipline qui est attendue d'un grand parti, mais le pire, c'est qu'on s'est dit, mais alors, qu'est-ce que veut le Parti socialiste? Puisqu'une partie de ceux qui le constituent sont plus pour le traité européen. Et vous voyez bien que le débat sur les traités européens, il continue. Puisque quand je suis président de la République, il y a un autre traité qui arrive, le traité budgétaire européen, et avec les mêmes débats, en disant « mais non, on ne peut pas accepter le traité, même si on le complète », parce qu'en gros c'était ça, on le complète, même si on ne peut pas le renégocier, on le complète. Certains disent « non, on ne peut pas accepter le traité européen ». Et encore aujourd'hui, le débat à gauche, il est là-dessus. Et le Parti socialiste ne peut pas être hésitant sur la ligne européenne. On peut dire on veut une Europe différente, on veut une Europe beaucoup plus concentrée, on veut une Europe plus sociale, mais on ne peut pas dire on ne veut plus de traité européen, on va quitter les 27. Et de ce point de vue-là, ce qui s'est passé avec le Brexit est tout à fait à l'appui de ma démonstration. Personne ne veut quitter aujourd'hui l'euro, personne ne veut le quitter. Même Mélenchon, je ne parle même pas de Le Pen, je reste à gauche. Si tant est que Jean-Luc Mélenchon soit encore dans cette partie-là de la vie politique. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on quitte sa ligne, quand on abandonne sa discipline et quand on se perd dans une histoire qui aurait dû être dépassée, après, le ver est dans le fruit, c'est-à-dire qu'il continue de prospérer, et on le retrouve bien en 2012 notamment, et encore aujourd'hui. Merci François. Merci à vous. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.